Salut à tous, on a une demi-heure pour se poser en compagnie de notre invité, notre French boss de la semaine, notre voyageur entrepreneur de la semaine. On a une demi-heure pour se poser plusieurs questions qui tournent autour de deux mots principaux. Entrepreneuriat d'un côté, humanitaire de l'autre, et savoir si ces deux mots sont complémentaires l'un de l'autre, savoir s'ils sont compatibles, et puis en filigrane, bien sûr, la question qu'on va se poser, c'est de savoir ce qu'est exactement l'entrepreneuriat en matière d'humanitaire. Et pour ce faire, eh bien, on va tout de suite se rendre à Madrid, retrouver celui qui va être avec nous pendant une demi-heure. Éric Mangin, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Évidemment, vous êtes l'interlocuteur idéal pour évoquer ces deux mots magiques qu'on a prononcés donc en début d'émission, entrepreneuriat d'un côté, humanitaire de l'autre. Mais auparavant, vous savez, Eric, on a une routine dans cette émission. La ville que vous voyez derrière moi, la ville dans laquelle vous vivez aujourd'hui, c'est la ville de Madrid, en Europe. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a un French Boss depuis Madrid. Je voudrais savoir ce que représente cette ville de Madrid dans votre vie professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, Eric. Alors, Madrid, pour moi, c'est tout d'abord le retour en Europe après une expatriation d'une dizaine d'années, une douzaine d'années, en Afrique et en Asie, au Cambodge et en Chine particulièrement. Et c'était l'endroit où j'ai choisi de poser mes valises de retour d'Asie. Je voulais me rapprocher de l'Europe parce que je trouve que l'Europe fait énormément de choses sur ce côté impact, RSE. Et je voulais aussi continuer à explorer de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues, effectivement l'espagnol. Et effectivement, Madrid, c'est un peu posé comme une évidence. J'avais jamais mis les pieds à Madrid avant de poser mes valises pour y vivre. Et pour autant, j'ai découvert une ville qui est incroyablement sous-cotée, je crois, en Europe, dans la mesure où il y a un cadre de vie qui est assez incroyable. Donc, d'un point de vue professionnel, effectivement, cadre de vie, c'est un peu bizarre pour un entrepreneur, mais c'est vrai que tant mes collaborateurs que moi-même apprécions beaucoup la vie ici et ce qu'elle peut offrir et une certaine douceur de vie qui coupe entre guillemets les journées de travail, qui est très agréable à vivre. Et ce qu'on trouve quand on est sur place en permanence, est-ce qu'on a le sentiment que cette ville, un petit peu comme le ferait une ville comme New York, que cette ville vit au rythme du business permanent, que c'est une ville agitée, productive, chaude, si je puis dire? Alors, bonne question. Alors, c'est pas New York. Je connais un peu New York, mais j'ai beaucoup vécu à Shanghai, où c'est une ville qui est complètement dédiée au business et à l'effervescence business. Donc, on n'est pas dans cette thématique-là. Les gens prennent le temps de vivre, mais le temps de travailler aussi. Et je trouve que d'un point de vue productivité, les gens sont incroyablement capés ici. C'est-à-dire qu'ils ont des vernis, des très très bonnes écoles à Madrid, l'IE par exemple. Et donc en fait, on a la chance de travailler avec des gens qui travaillent bien, mais qui ont cette conception de la vie qui est de profiter quand même, temps de famille, temps avec les amis. Prendre un verre le soir en terrasse. On a la chance d'avoir 300 jours de beau temps par an. Donc effectivement, tout ça mis bout à bout fait que c'est peut-être moins, je dirais, il y a sans doute beaucoup moins d'opportunités parce que ça reste un petit pays, donc il y a beaucoup moins d'opportunités qu'on peut en avoir à Shanghai où toute seconde est une opportunité pour faire quelque chose. Mais cela étant, je trouve qu'il y a quand même des opportunités ici assez sympas. Alors, vous parlez beaucoup de Shanghai, Eric. Donc, avant Madrid, il y a eu, vous l'avez dit, le Sénégal, donc l'Afrique. Il y a eu le Cambodge, il y a eu la Chine, donc l'Asie. Aujourd'hui, c'est l'Europe. Quel est le trait d'union entre, si ce n'est ces pays-là, en tout cas ces continents-là, en termes de vie professionnelle? Quels sont les points communs pour vous? Alors pour moi, en fait, ça a été un trait d'union. En fait, effectivement, comme vous le disiez en introduction, j'essaye de saisir l'entrepreneuriat comme un vecteur de redistribution des richesses et donc de contribution au bien commun. Et toutes les expériences qui ont été très différentes. En Afrique, j'étais biologiste, environnementaliste.
Au Cambodge, j'ai fait des projets militaires et j'étais consultant en socio-économie pour la Banque mondiale. En Chine, j'étais directeur financier et DRH pour une industrie chimique assez importante. Et depuis lors, je suis entrepreneur social, je dirais. Et donc, tout a été pour moi une découverte et me permettre finalement par l'expérience de mieux comprendre, entre guillemets, eh bien, le côté humanitaire, environnemental des choses, et puis bien évidemment le côté économie traditionnelle, je dirais, et de pouvoir finalement les lier les unes avec les autres pour pouvoir proposer des solutions qui sont un peu holistiques, et qui permettent finalement d'adresser et l'entrepreneuriat et la redistribution pour le bien commun. Alors, ce qui frappe quand on regarde effectivement votre CV, c'est de voir ce que j'appellerais de l'éclectisme. C'est à vous de me le confirmer ou pas. Vous avez eu des jobs de directeur financier, donc là on touche directement au nerf de la guerre. Et puis vous avez eu d'autres jobs beaucoup plus humanitaires. Comment vous vous dépeindriez, vous, Éric Mangin, aujourd'hui à la fin de l'année 2020? Bah, c'est vrai que j'ai plusieurs facettes et plusieurs cordes à mon arc. Je crois que le vecteur, le moteur principal, c'est la curiosité. Et puis le courage de prendre des opportunités qui se présentaient à moi en me disant tout simplement why not, pourquoi pas, c'est possible. Je crois que je suis un peu le produit de toutes ces expériences où j'ai beaucoup appris et qui me permettent peut-être d'avoir une vision, je dirais, transversale sur les choses. Donc, en partant de l'économie traditionnelle, celle qui est beaucoup plus, je dirais, conservatrice, celle de la chimie, par exemple, si on regarde l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, à ce qui est fait d'un point de vue plus social et environnemental avec des grosses organisations comme la Banque mondiale, et puis à des projets qui sont beaucoup plus, je dirais, proches des gens ou proches des écosystèmes dans lesquels il y a des choses à faire. Et donc, j'ai cette vision un peu transversale, effectivement, et j'en suis assez fier, en fait. Aujourd'hui, si quelqu'un comme ça, bêtement, vous demande quel est votre métier, qu'est-ce que vous allez répondre en un mot? Vous voyez que c'est pas facile, hein. Vous voyez que j'ai du mal. Je dirais en général, j'ai tendance à dire que je suis un activiste et que mon cocktail Molotov, c'est l'économie. Il faut que ce soit bien compris, il faut le dire calmement. J'ai parcouru, Éric, un petit peu votre CV, votre vie professionnelle, et je pense que partout, il y a un mot qui transpire de ce que vous avez fait, c'est le mot réactivité. Vous êtes quelqu'un manifestement de très, très réactif. Est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de réactivité, cette qualité de réactivité, elle est indispensable au métier d'entrepreneur? Oui, je crois que la réactivité est quelque chose de fondamental, ne serait-ce que on s'en rend compte aujourd'hui avec le Covid qui est encore présent, mais également les enjeux climatiques qui sont devant nous et qui seront des problèmes assez majeurs. Et on se rend compte que il y a des paradigmes à changer dans cette société, dans l'économie, et que ça demande beaucoup de réactivité et de créativité de la part des entrepreneurs parce que l'objectif et je dirais la ligne directrice d'un entrepreneur en 2010 va être fondamentalement différente de celle d'un entrepreneur en 2025 ou en 2030 parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes enjeux à adresser. Bien évidemment, il y aura toujours des enjeux financiers parce que l'économie fonctionne comme ça. Mais je crois que derrière, il y aura d'autres objectifs qui seront profondément adossés à l'économie, que sont les progrès socio-environnementaux, les progrès d'inclusion, les progrès sanitaires, etc. Et je crois que la compréhension de tous ces objectifs sera finalement la ligne directrice de l'entrepreneur d'aujourd'hui et de demain, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Alors Éric, vous avez des qualités d'entrepreneur, vous avez une appétence non dissimulée pour l'humanitaire. Il y a autre chose aussi que j'ai vu que vous étiez capable de créer presque des slogans publicitaires. Et là, je vais parler de ce fameux Profit for Non-Profit. C'est un slogan, ça, et ça vient de vous. C'est sorti de votre tête, ça. Alors non, ça vient pas de moi. Profit for Non-Profit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Réutilisé par.
que j'ai réutilisé parce que je trouve que, alors si on vient à l'origine de Profit for Non-Profit, je crois qu'on revient au début du XXe siècle et un sociologue français très connu qui s'appelle Marcel Mauss et qui parlait d'économie de prestige, c'est-à-dire que l'économie, une fois acquise, était redistribuée au bien commun pour pouvoir finalement apporter cette vertu de stabilité. Ensuite, c'est une notion qui a été beaucoup reprise, je dirais, par les Américains, au début des années 2000, 2010. C'est une notion qui est beaucoup défendue en France par quelqu'un qui s'appelle Vincent Aurillac d'Axilia, qui est un peu le fer de lance du Profit for Non-Profit en France. Et par contre, effectivement, c'est le mot, le terme qui convenait le plus à ce que j'essayais de faire. Voilà. Et donc, je le reprends pour... Et ce que vous essayez de faire, donc on y arrive aujourd'hui, c'est de l'entrepreneuriat au service de l'humanitaire. Racontez-moi le quotidien d'Éric Mangin aujourd'hui, puis après on va parler de choses importantes pour le quotidien qui sont les revenus, la manière dont on arrive à bouffer, si je puis dire, de tout ça. Mais auparavant, votre quotidien, Éric. Eh bien, mon quotidien aujourd'hui, c'est, je dirais, 3 projets sur lesquels je me dédie, en plus de ma famille. Donc, le premier projet, en fait, c'est U2Guide, donc un projet qui essaie de réinventer le tourisme en l'accrochant sur une offre plus responsable et régionale. Et toujours avec cette notion de profit for non-profit, donc une partie des profits et une partie des ventes sont redistribuées à des ONG. Ça, c'est le premier projet. L'autre projet, c'est NOS, dans lequel on essaye d'accompagner les entreprises à amplifier les voies d'impact de leurs interlocuteurs, donc leurs clients, leurs employés, en leur permettant de suivre cet impact et de pouvoir finalement créer un cercle vertueux avec leurs parties prenantes. Et le troisième projet est un projet humanitaire sur lequel je suis impliqué depuis 2003, donc qui est porté par une petite ONG que je préside, qui s'appelle Amica, et donc qui essaye d'aider quelques villages au Cambodge, notamment sur l'entrepreneuriat en fait. En gros, on apprend aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson, et c'est ça qu'on essaye de faire. Et donc, mon quotidien, en fait, c'est tout simplement de faire en sorte que ces 3 projets, avec tous mes collègues et tous mes collaborateurs, avancent le plus rapidement possible vers les objectifs qu'on s'est fixés. Et en termes de répartition dans votre emploi du temps, ces 3 projets représentent respectivement combien chacun ? Alors, ça dépend des moments. J'avoue que NOS, qui est un nouveau projet qu'on a lancé il y a finalement très peu de temps, me prend pas mal de temps. Cela dit, j'en ai toujours autant pour U2Guide. NOS, pardonnez-moi Eric, je vous interromps. NOS, on précise, c'est la société que vous avez créée la plus récente, la plus récemment. Absolument. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Donc, continuez donc sur la répartition de ces différents boulots dans votre emploi du temps. Alors, pour moi, c'est plus des passions que des jobs. Donc, c'est vrai que je compte pas mon temps et j'ai tendance à travailler 6-7 jours par semaine. Et pour autant, je vais essayer, en fait, selon les semaines. Donc, c'est un peu variable. Je dirais qu'en ce moment, je suis à 60-70% sur NOS, 20% sur U2Guide, parfois 30%. Et puis, il reste quelques pourcentages pour Amica, qui sont des projets qui tournent déjà depuis pas mal de temps. Donc du coup, c'est vrai que ça demande un peu moins d'efforts. Alors, on va parler de NOS, puisque c'est effectivement 70% de votre temps. Est-ce qu'on en dira autant de vos revenus? Est-ce que NOS, c'est 70% de vos revenus? Alors, pas encore parce que NOS on a commencé la commercialisation en octobre. Donc c'est un projet qui a eu un grand temps de maturation, parce que c'est vrai qu'on a pris le temps. Donc c'était, je dirais, un partenariat commercial et technique avec Amadeus, et à partir de là, on a pris pas mal de temps pour discuter avec des clients potentiels de toutes les industries, de toutes les typologies, et pour pouvoir finalement, je dirais, avec un process de co-design, en fait, de pouvoir arriver sur un produit qui répondait le plus possible dès la sortie à leurs enjeux, notamment les enjeux RSE, mais aussi maintenant parce que la RSE touche pas mal d'enjeux, les ventes, marketing, les employés, la rétention des employés, etc.
Donc en fait, c'est un projet qui a pris pas mal de qui a pris du temps en termes de maturation, qu'on a sorti seulement en octobre, enfin commercialisé en octobre. Et c'est vrai qu'on a signé pas mal de premiers clients dès le premier mois, donc ce qui est plutôt encourageant. Donc effectivement, c'est en termes de revenus, c'est pas encore le projet qui fonctionne le mieux, mais c'est un projet qui est extrêmement, qui m'a l'air extrêmement solide et qui est sur une très très belle dynamique en tout cas. On va essayer d'aller plus loin dans ce projet de noces, essayer d'expliquer véritablement, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre de l'extérieur. Vous êtes plongé là-dedans à longueur de journée, nous, ça n'est pas notre cas. Expliquez-moi un petit peu ces projets pour lesquels vous signez des sociétés. Quel est exactement le service que vous apportez? Expliquez-nous ça. Avec précision. Aujourd'hui, les sociétés parce qu'elles sont faites d'hommes et de femmes, ont envie de bien faire. Elles ont envie d'apporter quelque chose de tangible pour la société et la planète. Parce qu'elles sont faites d'hommes et de femmes qui ont ça à cœur, entre guillemets. Tous les chiffres le démontrent. Partant de là, elles essayent de faire quelque chose en général, mais elles le font de manière un peu unilatérale. Elles le font en général en se disant, OK, on va essayer de faire tel projet, on va essayer de sélectionner tel projet, on n'a pas forcément l'expertise, mais on va essayer de le faire et on va espérer que nos clients et que nos employés soient contents. Et nous, en fait, on essaye de changer un peu les règles du jeu et de dire, mais pourquoi vous, l'entreprise, vous ne seriez pas finalement le sponsor de vos parties prenantes? Pourquoi vous ne seriez pas un partenaire qui, plutôt que d'espérer finalement que les clients et les employés embrassent la cause que vous essayez de mettre en place, pourquoi vous ne seriez pas finalement le sponsor, le partenaire complice qui le permettrait d'amplifier leur voix et de leur permettre d'être le changement qu'ils voudraient voir dans ce monde sur tout un tas de thématiques, la reforestation, la biodiversité, la santé, l'éducation, etc., etc. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que donc on va mettre en place les outils qui permettent, entre guillemets, aux parties prenantes, les clients et les employés, de s'approprier cette mission d'impact. Et ensuite, on va mettre en place des outils qui vont permettre de suivre l'impact en temps réel avec des KPI extrêmement précis. C'est-à-dire, par exemple, le nombre d'arbres plantés ou sauver de la déforestation, le nombre d'accès supplémentaires de qualité qui sont donnés à l'éducation. Et en plus de ça, parce qu'on a une grosse compétence d'impact, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des projets. C'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans les PME, veulent bien faire, mais n'ont pas forcément les compétences pour chercher le bon projet, le projet qui est innovant et sur lequel finalement il y a une histoire aussi à raconter et sur lequel effectivement l'impact est démultiplié. Et nous, en fait, on va proactivement chercher des projets un peu partout dans le monde pour ces clients qui sont vraiment performants, qui sont performants en termes d'impact et qui ont des systèmes innovants, je dirais, dans une ADN qui font que ça va beaucoup plus loin que l'impact en lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, on travaille en France avec une association qui s'appelle Gribouillis, qui est une communauté apprenante de nounous, en fait, qui sont en général issus de l'immigration, qui sont en général peu digitalisés, qui ont pas beaucoup d'accès à des formations de compétences. Donc, cette communauté apprenante de 700 personnes va, par exemple, apprendre à être de meilleurs professionnels. Ça va aussi fluidifier l'accès au marché via la technologie. Mais derrière, en fait, l'autre effet, entre guillemets, qui se coule, c'est qu'on s'est bien rendu compte l'année dernière cette année, que l'économie fonctionnait avec la capacité de garder les enfants. Et derrière, en fait, des nounous qui arrivent sur le marché, qui sont performantes, qui sont professionnelles, hautement professionnelles, permettent finalement l'employabilité d'autres personnes en bout de chaîne. Donc, vous voyez bien que c'est un projet en fait qui part d'un constat, c'est-à-dire il y a des personnes issues de l'immigration qui ont besoin de compétences, qui ont besoin de monter en compétences, qui ont besoin de se digitaliser, etc. Et derrière, en fait, il y a toute une conséquence d'impact bénéfique pour la société. Donc, on va chercher toujours des projets plutôt confidentiels, mais qui ont vraiment une valeur ajoutée et qui ont vraiment un impact significatif pour la planète et pour la société. Donc, tous ces services mis bout à bout, avec la tech, effectivement, c'est un service assez intéressant pour une société qui, en plus de ce qu'elle fait à sa porte, c'est-à-dire moins trier ses déchets, faire des économies d'électricité, etc.,
va pouvoir aller beaucoup plus loin et va pouvoir finalement redistribuer une partie de sa richesse à des projets d'impact méticuleusement sélectionnés. Et nous, c'est ce qu'on fait. Je vous écoute attentivement, Eric. Il y a quelque chose qui me frappe. Alors, vous allez peut-être me contredire, c'est qu'il y a dans votre projet, dans votre quotidien professionnel aujourd'hui, il y a une part d'idéologie qui est certainement présente, sinon importante. Ça veut dire que les gens qui sont avec vous, qui vous accompagnent dans votre projet, doivent avoir des compétences diverses, mais ils doivent avoir également cet état d'esprit. Ils doivent vous ressembler d'une certaine manière. C'est difficile de travailler avec des gens qui ne partagent pas complètement votre vision, non? Absolument, en fait, ce sont tous les gens qui travaillent pour NOS ou U2Guys, ce sont des gens qui sont extrêmement engagés dans leur vie. Mais ce qui n'était pas forcément la norme il y a 20 ans quand j'ai commencé tout ça, est aujourd'hui la norme. Et je vais prendre un exemple tout bête. La personne qui crée la tech dans la société, donc NOS, qui s'appelle Lucas Petit, est un ingénieur de centrale Supélec. Très bel ingénieur de centrale Supélec, qui était le président du forum, enfin quelqu'un qui a des très beaux vernis. Et cette personne nous a rejoints parce que son projet professionnel était « Ok, je peux aller travailler chez Total, chez toutes les entreprises du CAC 40, mais ce que je veux, c'est que mon travail ait une conséquence tangible sur la planète et la société. » Je crois qu'en fait, encore une fois, il y a 15-20 ans, ce n'était pas forcément la norme. Aujourd'hui, ça devient la norme. Et pour exemple, ça, ce sont des chiffres, 76% des millennials. Donc les millennials, c'est 75% de la force active en 2025, donc demain. Et donc, ces millennials, 76% pensent que l'impact, la mission à impact d'une société, donc la mission socio-environnementale d'une société, est plus important que le critère du salaire. Ouais. Donc, oui, pardonnez-moi, allez-y, Eric. Oui. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est pas si difficile je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi de trouver des collaborateurs qui partagent cette éthique, cette philosophie, que de trouver des collaborateurs qui ne partageraient pas cette vision. Eric, vous parlez de salaire. Comment vit aujourd'hui Eric Mangin financièrement? Est-ce qu'il vit bien? Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que vous vivez bien aujourd'hui, Eric? Oh, je suis très heureux. C'est pas exactement ma question. Non, je comprends la question. Donc, pour répondre, comme tout entrepreneur, en plus, cette année, il y a une crise assez féroce sur le tourisme, donc qui a impacté U2Guide. Donc, il a fallu faire des efforts un peu financiers pour maintenir le bateau à l'eau. Simplement, je vais être très très franc. Je vis financièrement, je vis moins bien que lorsque j'étais directeur financier. Mais je suis beaucoup plus heureux en fait, parce que beaucoup plus en lien avec la personne que je suis intérieurement. Et pour autant, je crois qu'on crée de la valeur. Je crois que j'étais peut-être un peu en avance sur certains sujets jusqu'à présent. Je crois que ces sujets vont devenir la norme, et je crois que financièrement, la typologie d'entreprise que j'ai créée sera celle qui aura sans doute le plus de valeur dans 5 à 10 ans. Peut-être que ce sera les miennes, peut-être que ce sera d'autres entreprises, mais en tout cas, je pense que c'est ces entreprises qui vont avoir de la valeur et donc qui permettront à des gens de bien vivre tout simplement. Donc moi en tant que fondateur, mais sans doute aussi pour les employés. Je crois que c'est la CEO de Solvay qui a dit que effectivement, les entreprises qui ne prenaient pas le tournant socio-environnemental allaient disparaître. Et beaucoup de gens s'accordent à le penser et à le dire. Eric, vous gagnez moins d'argent, on l'a bien compris, qu'à l'époque où vous étiez salarié et directeur financier, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'ambitionnez pas de retrouver ces niveaux de revenus que vous aviez à l'époque, ou est-ce que vous êtes orienté dans une autre démarche qui comble plus l'homme que vous êtes, comme vous le dites, que l'homme, que ça lui rapporte de revenus, pardonnez-moi. C'est pas très clair. Si, c'est tout à fait clair. Donc, je pense que je vais faire une réponse en 2 temps. La première réponse, c'est la nécessité
de revenir à une certaine frugalité, c'est-à-dire gagner de l'argent, ok, mais pour faire quoi avec? Et je crois que la société doit aller vers une certaine frugalité pour faire face au changement climatique et n'a pas besoin de consommer à tout va et donc du coup gagner beaucoup d'argent, mais pourquoi faire en fait? Donc effectivement, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, je crois que effectivement pendant très longtemps, on a dévalorisé sans doute les gens qui souhaitaient avoir un impact positif. Peut-être que c'est dû au sens de la générosité judéo-chrétien, parce que la générosité doit être gratuite, donnée, offerte. Mais je crois sincèrement que si à un moment donné l'économie rétribuait mieux tous ces cerveaux qui conjuguent solutions avec impact, je pense que le monde serait dans une nettement meilleure situation. Donc je crois que sans ambitionner de gagner énormément d'argent pour pouvoir beaucoup consommer, je crois que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer des modèles qui rétribuent justement, faire en sorte que les gens vivent bien, tout simplement, qu'ils soient heureux, à l'aise dans leur basket, qu'ils puissent de temps en temps voyager, qu'ils puissent donner une éducation valable à leurs enfants, qu'ils puissent bien manger, qu'ils puissent bien vivre, tout simplement. Et je crois que c'est pas incompatible, et je crois que, pour moi en tout cas, le but économique de NOS, c'est bien évidemment, c'est d'être performant financièrement, c'est de pouvoir finalement avoir les meilleurs autour de moi. Et donc, les meilleurs, il faut pouvoir les payer, mais tout en essayant finalement de faire relativiser les gens sur OK, la vie n'est pas juste un numéro qui augmente. La vie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et la vie commande aujourd'hui à ce que nous entrions dans une période de frugalité qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux. Voilà. C'est étonnant quand même d'entendre revenir à plusieurs reprises dans votre bouche le mot frugalité. C'est d'autant plus étonnant dans la bouche de quelqu'un qui a été récompensé très récemment, qui a reçu un trophée qu'il compte garder, bien sûr, trophée de meilleur entrepreneur français à l'étranger. En général, ce gars-là, il ne parle pas beaucoup de frugalité, il parle plus de profit en général, non ? Oui, j'étais très content de recevoir ce prix parce que effectivement, il était décerné, je crois que c'était une première, à quelqu'un qui est en quelque sorte un porte-drapeau d'une autre manière de voir les choses. Je suis pas un porte-drapeau, mais on est quand même, je suis pas tout seul à faire ça, heureusement, bien évidemment. Mais en tout cas, donner finalement la possibilité, une tribune assez particulière à quelqu'un qui défend ce type de valeurs, donc moi en particulier. Je crois encore une fois que le monde est vraiment en train de changer. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec le Covid du monde de demain, etc. Je ne sais pas si ça va changer aussi rapidement, mais je crois que c'est quelque chose qui était avant le Covid et qui s'accélère. Je crois que les gens commencent à comprendre beaucoup de choses. Ils commencent à être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus conscients des défis socio-environnementaux. Et je crois que de manière très pragmatique, on va à la rencontre de problèmes assez forts en termes de ressources, en termes de diminution des ressources naturelles, en termes de rupture entre ces modèles économiques, héritage de la révolution industrielle, qui voudrait que la croissance soit infinie et donc de facto soit basée sur des ressources qui sont infinies et donc qui permettrait à des entrepreneurs de dire ce qu'on veut, c'est grossir, avoir effectivement de plus en plus de richesses et de plus en plus de richesses. Je crois qu'on va à l'encontre tout simplement d'un constat, entre guillemets, qui est le suivant, qui est ça ne peut pas fonctionner en fait. De toute manière, les ressources sont quasiment épuisées sur beaucoup de choses et donc on doit repenser un peu tout ça. Et je crois que effectivement, peut-être que je suis avec beaucoup d'autres un peu pionnier dans ce type de pensée, mais je crois que ça va devenir la norme. Et je crois que la frugalité ne sera pas quelque chose entre guillemets de hippie, de décalé, mais je crois que ça va devenir la norme parce que ce sera la condition nécessaire à travailler. Et si vous deviez aujourd'hui recevoir un autre trophée, Eric, ce sera ma dernière question. Celui qui vous ferait le plus plaisir, c'est ce que je crois comprendre en vous écoutant, ce ne serait pas forcément celui de
meilleur entrepreneur français à l'étranger. J'imagine que d'autres trophées pourraient vous faire plus plaisir. Lesquels, Eric? C'est pas vraiment un trophée en fait. Dans NOS, on s'est fixé un objectif qui est d'ici 5 ans de planter 1 million d'arbres ou de sauver 1 million d'arbres de la reforestation, de donner de l'éducation de qualité de manière supplémentaire à 1 million de personnes, de donner un accès amélioré à la santé à 1 million de personnes, de collecter 1 million de tonnes de déchets dans les terres ou dans les mers, et de protéger aussi 1 million d'hectares de terres ou de mers pour pouvoir, je dirais, favoriser le retour de la biodiversité. C'est ce qu'on appelle notre North Star, notre étoile polaire chez NOS. Et c'est une valeur qu'on partage avec tous mes collègues. Je crois que simplement le plus beau prix pour moi, ce serait d'atteindre ces objectifs et de me dire que j'ai vraiment contribué à quelque chose de tangible sur la planète. Je cherche pas forcément de médaille. J'ai eu la chance d'avoir en chimie un PDG, Monsieur Pic, qui plaisantait souvent sur les médailles en chocolat. Et je crois qu'en fait, c'est bien ça fait toujours plaisir d'être mis devant de la scène. Mais je crois que je serais d'autant plus fier en ayant eu un résultat tangible sur la planète et sur les sociétés. Et c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, c'était intéressant cette demi-heure qu'on a passée en compagnie de Éric Mangin, un homme qui souhaite réussir, bien sûr, mais qui souhaite réussir sans jamais trahir l'harmonie dans les idées qu'il a depuis toujours et des idées qu'il a toujours suivies tout au long de sa carrière. Éric, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Éric. Voilà, et bon, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain French Boss. Pardon, salut à tous.